Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir Bonjour, sous le soleil. chers confinés, chers Ah, confinés. tu as fait ça. Non, parce que je voulais faire un petit truc à la Arlette Laguiller pour montrer que j'étais bien vieux. Ok. Merci de nous rejoindre. Nous sommes Light Me Up. Et c'est quoi Light Me Up? Light Me Up, c'est un studio d'innovation qui accompagne des startups, des corporates, des grands groupes à travers le monde à innover plus vite, à accélérer leurs projets. Voilà. Pas On ne fait mal. pas trop, puis c'est J'aime bien le rapide. pitch. Puis t'as vu trop ça. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir David Bezer, Bezer, il dira lui-même comment il prononce, parce que moi je ne sais plus comment on prononce, tellement on l'appelle David tout le temps. On a la chance de le connaître depuis longtemps. Il a été le premier recruteur pour Google en Europe et ça fait une dizaine d'années qu'il accompagne plus d'une centaine de startups à se structurer et à gérer tous leurs problèmes de RH et au-delà. Et il est devenu un grand spécialiste de la culture d'entreprise. David, je te laisse te présenter. Super. Ben, merci Elodie, merci Nash. Je suis ravi d'être là parmi vous, confinés, comme on dit. Pour commencer, je suis américain d'origine. Maintenant, j'ai le passeport français, mais je peux pas perdre mon accent. Ça fait un peu plus que 20 ans que je suis en France et ça part jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, il faut écouter comme ça. Je suis recruteur aussi depuis très longtemps. J'ai commencé dans le Silicon Valley avec Netscape. C'était incroyable comme expérience parce que c'était un peu la naissance de l'Internet, entre guillemets. Et j'ai commencé comme recruteur chez Netscape. J'ai eu une offre d'une autre société peu connue pour changer de boîte. Et j'ai dit non, j'ai pas envie parce que c'était basé en Texas. C'était à Austin, Texas, avant que Austin est devenu super cool avec South by Southwest et tout ça. Et j'ai dit, mais sinon, j'ai très envie de travailler à l'étranger. Et, euh, et j'ai dit, bah, pour ça, oui, je veux bien. Ils ont dit, bon, bah, tu peux aller à Paris et tu peux recruter pour nous en Europe. Et j'ai dit, OK. Donc, j'ai commencé cette aventure en 98. J'étais le septième dans notre boîte et on a recruté 80 personnes pendant presque 3 ans. Et puis, c'était comment dire, le bust du bubble en 2001. Donc, c'était en ce moment que j'ai décidé, j'aime la France, j'aime être en Europe, ça me donne plein d'opportunités, donc je vais rester. Et j'ai un peu galéré pendant quelques années avec tous les papiers de trouver quelque chose pour gagner ma vie. Mais en 2003, j'ai touché un peu le jackpot entre guillemets. J'étais appelé par Google et ils m'ont demandé de recruter pour eux en Europe. Et j'ai dit, bah oui, 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 oui. Et j'ai rejoint l'équipe en France. On était une dizaine, on était une centaine en Europe en tout. Et j'ai tout fait pendant 6 ans et demi. On a embauché presque 5000 personnes. J'ai construit l'équipe de recrutement. On était 50 à la fin, je pense. Et c'était incroyable comme expérience. J'ai adoré. C'était vraiment de l'expérience rocket ship du jamais vu, quoi. Et en 2010, je suis parti et j'ai commencé ma propre société. J'ai travaillé pendant 3 ans avec un accélérateur, un des premiers accélérateurs. Maintenant, il y a 50 000, mais on était un des premiers en Europe. Et après 3 ans, j'ai refait le recrutement comme métier, comment dire, j'ai passé 100% de mon temps à faire du recrutement depuis 2013 avec les startups. Donc, je recrute pour les startups. Moi, j'ai dit les startups early stage, mais c'est pas, ça dépend comment on définit ça. À Américaine. l'américaine? Oui, à l'américaine. C'est plutôt des startups qui ont levé un gros seed ou un Series A avec une vingtaine de personnes minimum normalement et j'embauche tout ce qui est leadership. J'ai fait ça un peu partout en Europe. J'ai fait ça pour plus que 100 startups aujourd'hui. Et à côté, ma grande passion, c'est la culture d'entreprise. Et dès que je peux, je travaille avec des startups et des grands groupes de temps en temps pour donner des conseils sur leur culture. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler un peu de ce côté culture. Eh ben, écoute, c'est super sympa, on est très content. Et moi, je vais commencer par quelques idées reçues qu'on a tendance
à entendre très souvent quand on parle de culture d'entreprise. Par exemple, en préparant encore cette émission, enfin ce podcast ensemble, tu m'as dit, la chose que j'entends le plus souvent, c'est des gens qui disent: «On a une super culture, mais on n'arrive pas à le décrire». Qu'est-ce que tu aurais à me raconter là-dessus? Les gens tous sont persuadés d'avoir une culture d'entreprise, même s'ils en ont pas? Bah, c'est ça, en fait. Je peux vous donner deux exemples. Actuellement, je recrute pour une startup. C'est early stage dans mon définition. Et je parle avec le fondateur et il me dit, oui, on a une super culture, tout le monde est super motivé, etc., etc. Et il faut surtout trouver quelqu'un qui va matcher avec ce culture. Et je dis, OK, super. Tu me décris un peu plus la culture, mais c'est pas possible. C'est juste, c'est un feeling. Et le feeling, c'est un peu léger pour une culture. Pour moi, il faut avoir la possibilité de le décrire. Et étonnamment, ça existe dans les grands groupes aussi. J'ai passé 1 an, un peu plus, avec une groupe hôtelier de luxe. Et le raison pourquoi ils m'ont appelé, c'était, on sait qu'on a une super culture, mais on ne sait pas le décrire. Donc, on veut bien que toi, tu viens et tu nous dis qu'est-ce que c'est notre culture. Et c'est souvent comme ça, c'est drôle, hein? Mais c'est souvent comme ça. Des gens, on construit, on amasse une super équipe et ça va très bien, mais on ne sait pas exactement pourquoi ça va super bien. OK, donc en fait, chacun a un peu sa version de la culture. Moi, la version que j'avais compris, c'est quand tu montes une start-up, il faut juste avoir des locaux cool, un baby-foot, avoir un super décor et ça suffit, non? Bah oui, non. Bah, en fait, ça a commencé comme ça, hein. Tous les Netscape, ça a commencé avec des kitchens et Google, bien sûr, a énormément de bouffe partout. Euh, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et là, si on parle de la bouffe, c'est pas la nourriture qui est la culture de l'entreprise. C'est le fait de dire, nous, on va donner les repas gratuits pour que les gens ils restent plus au boulot. Et si on prend Facebook et Twitter, par exemple, j'oublie lequel est lequel, mais je pense que c'est Facebook qui vous donne le déjeuner et le dîner. Et il y a Twitter qui vous donne le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et donc, c'est là où on trouve la culture. C'est Twitter ou Facebook, j'oublie lequel, qui veut qu'on reste encore plus au boulot. Oui, mais il Et faut. ce n'est Ouais. pas forcément positif ou négatif, c'est une partie de leur culture. Ici, on bosse toute la journée. Mm. Ouais. Et donc, il ne faut pas confondre Alors, la culture avec perks and benefits, comme tu disais tout à l'heure, en Oui, fait, hein. oui, oui. Et on a aussi évoqué le fait que pour certaines personnes, la culture d'entreprise, c'est figé, ça ne bouge pas. Oui, oui. Souvent, les entreprises, ils font des exercices. On va bosser un peu sur nos valeurs, sur notre culture. Ils font un exercice pendant une journée ou un week-end ou quelque chose comme ça. Ils trouvent quelque chose, c'est écrit, ils mettent sur les affiches, ils mettent partout sur les murs. Et voilà, c'est fait. Et ils ne regardent plus. Et ça, c'est hyper dangereux parce que la culture, c'est quelque chose de vivant. Ça change. Avec chaque personne qui rejoint l'entreprise, ça va changer un peu parce que chaque salarié va rajouter un peu à la culture actuelle. Donc, il faut vraiment regarder de près avec une fréquence assez importante pour voir comment ça évolue et comment on peut s'adapter pendant les différentes étapes d'évolution de l'entreprise. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce rôle d'animer la culture d'entreprise, elle est là par le CEO, par le DRH, qui est-ce qui l'apporte aujourd'hui, qui devrait l'apporter? Moi, je suis 100% convaincu que c'est le PDG de l'entreprise et ou les fondateurs. On entend souvent que c'est le boulot du DRH. Oui, bah oui, il y a des groupes qui embauchent des DRH et ils disent, voilà, c'est toi qui vas diriger, nous guider avec tout ce qui est une culture. Ou même, il y a des Chief Culture Officer, hein. Ah, Je veux Pinès, bien ça fait ça aussi. Moi, je veux bien être Chief Culture Officer, je peux faire grande chose, mais si je n'ai pas le PDG derrière moi, je ne peux rien faire parce que c'est le PDG et toute l'équipe leadership qui doit émettre la vision, ils doivent vivre la vision pour que tout le monde voit qu'est-ce que c'est leur culture, hein. Parce que s'ils ne sont pas derrière, ça va juste cramer.
Alors, j'ai Lucas qui est avec nous qui nous dit que l'inventeur du repas au boulot, c'est un certain Walt Disney. Je ne sais pas si tu connais. Et Je connais Walt Disney. Non, non, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est dans les années 20, Ouais. Walt Disney a été le premier à offrir des repas à ses salariés Quel salaud. à Burbank pour qu'ils ne fassent pas les trajets aller-retour. C'est un salaud. Ouais. Alors, ça va nous permettre de faire une petite passerelle. Comme tu disais tout à l'heure, David, pour toi, tout est culture d'entreprise. Et donc, je vais te laisser un peu la main parce que tu vas nous faire une petite présentation. Parce que même si le dialogue est très sympathique, tu as quand même préparé quelque chose de plus formel pour les gens qui sont là pour apprendre quelque chose et pas m'écouter et poser des questions débiles. Voilà. Donc, je te laisse présenter pendant… Logiquement, tu peux présenter. Oui, il ne doit pas partager son écran. Logiquement, ça va aller. Voilà, c'est parfait. Je crois que ça se lance. Hop. C'est bon? Parfait. Ouais, c'est parfait. OK. Bon, oui, je vais faire une petite présentation pour donner mon idée de la culture et qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est important. Donc, plus que jamais, on est dans le chaos complet avec le Covid et tout. Donc, c'est hyper important d'établir qu'est-ce que c'est notre culture d'entreprise. Et on a entendu souvent, même dans le marketing, pour ce super binaire Culture Eat Strategy for Breakfast. Et enfin, c'est de plus en plus important et les gens ils se rendent compte. Donc, il y a un côté positif, si on peut le dire, du Covid, que les gens ils comprennent de plus en plus comment c'est vraiment important de regarder la culture de plus près. Et pour donner un exemple de comment c'est important, bien sûr, ça vient du Silicon Valley, mais Peter Thiel, un investisseur très connu, pas très aimé par tout le monde, mais on s'en fout, il a investi 150 millions dans un early stage de Airbnb. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Airbnb, quand lui, il a investi, ils font une réunion de board et ils demandent à Peter, c'est quoi le truc, le numéro un qu'il faut regarder pour ne pas perdre, quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Don't fuck up the culture. Et c'est assez impressionnant que l'investisseur, il dit ça comme sujet numéro un, de ne pas, comment dire, de ne pas rater. De ne pas rater et comment ça va beaucoup jouer. Et on va voir comment la culture d'Airbnb a vraiment été un succès et même aujourd'hui, j'ai regardé juste tout à l'heure pour voir si j'ai pas tort, mais si on regarde le courbe d'action de Airbnb pendant le confinement, c'est pas mal. Ils ont pas mal réussi et c'est assez étonnant de voir leur secteur. Donc, de culture, on parlait dans le début. Est-ce que c'est toutes ces images que je vais vous montrer comme cette super slide ou sinon des tables à massage? Ça, c'est des vraies photos, des vraies entreprises. Souvent, oui, c'est Google. Ça, c'est Google à Zurich. Pourquoi avoir des tables à massage dans le bureau? Bah, pour faire relaxer les jambes pour qu'ils peuvent encore plus travailler. Hein. Ça, c'est ma salle préférée de Google à Zurich. C'est une espèce d'aquarium avec des chaises massage et la musique classique, très, très reposant. Le typique football. On dit baby foot, non? C'est ça en français. Ouais, baby foot. Et, mais tout ça, c'est pas de la culture. C'est vraiment pas de la culture. Ça, c'est du gimmick, ça, c'est du marketing, ça, c'est pour faire cool sur les job boards, sur Welcome to the Jungle, mais c'est vraiment pas notre culture. Hein. Et cette slide, c'est vraiment de la merde, mais je l'ai fait exprès. Et en plus, c'est en anglais. Mais ça, c'est les réponses du 25 PDG du question, c'est quoi la culture? Et on voit là, si on lit juste quelques-uns, que c'est vraiment les comportements des gens, les sentiments des gens et qu'est-ce qu'ils vivent vraiment jour à jour dans leurs entreprises.
Mais je pense que quelqu'un qui définit très, très bien la culture, c'est Ben Horowitz, qui est le cofondateur de Andreessen Horowitz, qu'on connaît tous, je pense. C'est un très gros VC à Silicon Valley. En fait, Ben Horowitz, il vient aussi de Netscape. Et il a dit très, très clairement que quand quelqu'un te demande c'était comment ta boîte dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne vas pas dire ah bah on a fait beaucoup d'Excel ou on a gagné un deal ici ou là. Ils vont parler des gens, ils vont parler de nos sentiments des gens avec qui on a travaillé. Et si on avait eu un feeling de motivation, de passion, etc., etc. Et tout ça, c'est du comportement. Et si on réfléchit comme ça, on peut vraiment se focaliser sur quoi ça doit être notre culture. Donc, pour moi, il y a 3 points forts que je pense qu'il faut s'adresser dans des discussions de culture. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est chez nous? Donc, premièrement, c'est des décisions. Comment on prend des décisions dans notre société? On sait tous qu'il y a plein de façons de prendre des décisions, surtout top-down, bottom-up, side-side, mais plein de façons de prendre des décisions, mais ça a un énorme impact sur notre culture parce que si c'est top-down, on sait tous, bon, bah, si ce n'est pas dit de là-haut, on ne peut pas le faire. C'est très clair, mais des fois, ce n'est pas écrit. On ne sait pas comment c'est dans la réalité ou quand on rejoint une boîte, comment ça va être. Donc, par exemple, ça, c'est une slide de Twilio. Twilio, c'est une super boîte de référence sur tout ce qui est valeur et culture. Et ça me parle beaucoup. Bon, c'est un peu vulgaire, mais bon. Il demande comment on dessine une chouette. Et en fait, tu dessines une chouette comme il faut, quoi. On ne va pas vous donner des règles, mais vous allez trouver comment le faire. Et quand on voit ça dans une image ou si on raconte ça dans une séminaire ou quelque chose, ça a du force, je trouve. Peut-être pas quand moi je dis en français, mais si je peux le faire avec du force en anglais, je trouve que ça donne beaucoup de sens parce que des gens, ils comprennent tout de suite. D'accord, ici, on peut faire comme on pense et c'est bien. Donc, décision. Deuxièmement, c'est le comportement. Et c'est ça que je trouve, ça joue énormément. Si on pense à toutes ces sociétés qui ont des listes de valeurs ou des listes de principes, pour une référence, Amazon, ils ont une incroyable liste de principes. Je pense qu'ils disent c'est le Leadership Principles. Ils ont 14 principes. Et si on lit une liste de principes comme ça, mais puis on voit que les gens se comportent par rapport à ces listes, c'est du vrai. Mais souvent, il y a une liste et la liste ne dit rien, ou les gens ne suivent pas les comportements qui est dit dans la liste, si j'ai du sens là. Donc, pour le comportement, ça, c'est une image qui a été prise chez Facebook quand Google lançait Google+. Bon, ça date, bien sûr. Mais la culture à l'intérieur de Facebook, c'est évident. Ils ont dit, bon, on ne supporte pas ça, on va détruire Google, don't be googly. Donc, c'est une image hyper forte quand on pense comme ça. Donc, ça, c'est dans le behavior, parce qu'ils pouvaient penser autrement. Et troisième chose, hyper important, et ça, je trouve, pour les startups, c'est absolument clé. Surtout les startups qui sont en train de grandir. On pense qu'on communique bien, mais 90% du temps, c'est faux. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça dans presque toutes les interventions que j'ai faites sur la culture. Dans n'importe quelle taille d'entreprise, moi, je pose la question, c'est comment la communication ici? Est-ce que vous avez les infos qu'il faut pour faire votre boulot, etc., etc.? Et la réponse, c'est toujours non. La réponse, c'est pas super. On n'a pas les infos, on n'est pas très clair sur la direction du business, sur la vision, sur la stratégie, là. Et c'est assez étonnant parce que les dirigeants,
ils pensent l'opposé. Ils pensent que c'est très, très bien la communication. On envoie des updates par mail, on a des réunions de temps en temps, mais en réalité, la communication ne passe pas suffisamment parce que ça ne passe pas avec une fréquence importante. Les dirigeants pensent que si on communique une fois, ça suffit. Oui, bon, on veut bien que ça suffit une fois, on dit quelque chose, tout le monde entende. Si vous avez des enfants, on rêve de ça. Mais c'est pas vrai. Donc, il faut vraiment bosser sur comment on va communiquer dans cette entreprise pour que tout le monde est au courant de tout ce qu'il faut être au courant, quoi. Surtout quand on pense aux startups aujourd'hui qui parlent du transparency. Il y a beaucoup qui disent ça comme valeur, mais ce n'est pas vrai parce qu'ils ne communiquent pas suffisamment. Donc, il faut vraiment mettre un effort sur tout ce qui est communication. Juste d'autres exemples que je voulais montrer quand on parle des valeurs. Ça, c'est une liste de valeurs qui viennent d'une petite entreprise, plutôt petite, qui était start-up, mais je dis que c'est plus une start-up parce que ça existe depuis trop longtemps maintenant, mais c'est Buffer. Et Buffer, c'est une excellente référence pour tout ce qui est création de culture, création de valeurs dans l'entreprise, parce qu'ils ont commencé vraiment, jour 1, de parler de ça. Et la question, c'est on est qui ou qui nous sommes. Et moi, quand je lis ces listes, et j'espère que vous pouvez le lire même en anglais, mais c'est des phrases qui sont vraies, quoi. C'est pas la liste typique de valeurs qu'on voit partout, integrity, passion, motivation, je sais pas quoi. Mais ça, c'est une liste qui est assez claire, qui est assez bien articulée. Et le truc que j'aime beaucoup avec des listes comme ça, qui sont vraiment claires, c'est qu'on dit, oui, je vois moi-même dans ce genre d'entreprise, ou pas. Et ça, c'est le truc qui est important. Si on peut être si clair et articuler si bien qui on est, ça va nous énormément aider dans l'attraction des salariés. Ça, c'est les valeurs de Airbnb. C'est aussi un exemple très, très clair. Ils ont des 6 valeurs, ils ont des définitions derrière. Et aussi, le truc que j'aime bien, c'est on va dire, 5e, be a serial entrepreneur. Ça vient de leur histoire. Parce que si quelqu'un parmi vous connaît l'histoire de Airbnb, en fait, ils ont vendu des boîtes de céréales quand ils étaient tout petits comme start-up, parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et c'était les élections aux États-Unis. Donc, ils ont vendu des boîtes de céréales de Obama et je crois que c'était McCain. Ils avaient des Obama O's. Et ils ont vendu ça pour faire lever l'argent. Et c'est venu quelque chose installé dans leur système de valeurs, quoi. Et comme il faut être un peu scrappy, quoi, pour tout faire. Donc, c'est très réel, ces valeurs, je trouve. Et l'autre exemple que je voulais partager, et je pense que Netflix, c'est une société qui est très, très, très connue pour la culture d'entreprise. Ils avaient fait une présentation il y a très longtemps qui est sur SlideShare et ils ont je ne sais pas combien de millions de vues. Et la présentation, c'est, je pense, 120 pages, un truc comme ça. C'est énorme. Ça, c'est juste une page. Mais la raison pourquoi je montre cette page-là, c'est parce que c'est les 9 valeurs de l'entreprise. Et le truc qui aide Netflix avec cette page de valeurs, c'est que quand ils recrutent des gens, ils regardent dans tous ces carrés si les gens fit avec eux. C'est beaucoup plus facile de voir si quelqu'un va fitter dans notre entreprise si on est hyper clair qui fit chez nous. Donc, c'est hyper bien écrit, c'est hyper clair et on peut vraiment voir qu'est-ce qu'ils cherchent dans les personnes qui travaillent chez Netflix.
il faut savoir que le culture et les valeurs sont le truc le plus important aux salariés. On pense souvent que c'est de l'argent, mais c'est vraiment pas de l'argent. C'est le culture, les valeurs et pas loin derrière, c'est le leadership. Et c'est le leadership qui embody les valeurs. Donc, je veux prendre une pause juste là parce qu'il y a deux options. Soit je continue et je parle un peu de comment on voit le culture et qu'est-ce qu'il faut faire dans les choses comme le recrutement, onboarding, performance management, des choses comme ça. Il reste, je ne sais pas, 8 slides, un truc comme ça. Ou sinon, on transitionne tout de suite aux questions. Élodie, Nash, comme vous voulez. Et je propose qu'on vote rapidement. Est-ce que vous voulez continuer plus ou poser des questions? Dites-moi dans le chat. Dans le chat, ouais. Comme ça, on va voir, on demande directement au public. Tintin. Et les Si gens, vous pour dites le pas, on coup, va devoir décider. te disent « Ah, ben on n'était pas là. » Lucas a plein de questions. On a des questions. On On continue. continue. Lucas, tu as peut-être moins de temps que les autres. Mais On continue. Bon, bon, eh ben, écoute, bah, David, écoute, Lucas, on va poser des questions vraies. Je Tu vais vas faire- super rapidement alors. ok? En fait, je voulais juste voir si les gens peuvent supporter mon accent. c'est ça. Tout va bien, t'inquiète pas. Moi, je trouve que D'accord. c'est très rafraîchissant même, tu vois. Donc, D'accord, ok, on y va pour la suite. Donc, recrutement. Pour le recrutement, si on a vraiment bossé sur notre culture, ça va rendre des choses beaucoup plus faciles. Et moi, cette image, c'est pour vous dire que on travaille beaucoup dans les startups pour notre pitch d'investisseurs. On répète, on est sûr que le PowerPoint est parfait, mais quand on parle de recrutement, on ne fait rien. Et je me demande pourquoi. Parce que c'est hyper difficile de recruter des très bonnes personnes. Souvent, ils ont d'autres postes où ils sont super contents. Hein. Donc, il faut avoir la même chose pour les candidats qu'on a pour les investisseurs, et ça vient de la culture. Comment on peut décrire dans 30 secondes ou 60 secondes toute entreprise et pourquoi c'est génial de travailler ici. Il faut avoir ça. Et si on a la culture, on peut le faire. Deuxièmement, onboarding. Ça, c'est venu un sujet de plus en plus important par rapport au Covid et il faut vraiment se focaliser sur l'onboarding parce qu'on est en remote, mais bon, hein, c'était important avant. Et j'ai trouvé ça super important dans le livre de Google. Ils envoient un email, ça c'était après mon temps, hein. Ils envoient un email au manager le dimanche soir avant que le nouvel recrue commence avec une liste de 5 choses. Et ils ont trouvé que cet email et cette liste, si les managers prennent d'action, ils ont augmenté leur productivité par 25% dans les premiers 3 ou 6 mois. C'est un truc énorme. Et j'ai encerclé des petits trucs. C'est pas juste une email, hein. C'est pas fais ça. Mais comme tout ce qui est chez Google, ils ont fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui marche chez eux. Mais ils ont trouvé un truc qui peut augmenter la productivité énormément. Donc, le onboarding, quand on parle aussi de la culture, c'est le moment de commencer de parler avec des salariés, comment on travaille ici, comment on est dans notre culture d'entreprise. Comment on garde les gens, parce que de plus en plus, les gens quittent les entreprises parce qu'ils ne sont pas contents. Hein. Recommandation ou conseil numéro 1, c'est des one-to-ones, des réunions manager-salariés. Et j'étais toujours hyper étonné par le fait quand je fais des conférences et je demande aux gens de lever les mains, combien parmi vous fait des one-to-ones tous les semaines? Et le taux de réponse est très bas. Et c'est le truc de management que je trouve marche hyper bien. C'est de faire des one-to-ones régulièrement avec un tout petit agenda. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Hein.
Imagine, on a un one-to-one le lundi avec notre manager. Le vendredi, on envoie un petit email. Cette semaine qui est passée, j'ai fait ces 3 choses. La semaine qui vient, je vais faire ces 3 choses et j'ai besoin d'aide avec ça. Et c'est tout. Et on peut avoir une discussion pendant 30 minutes juste pour faire un check-in de comment ça va et comment moi, comme manager, je peux aider mon salarié. Formation. J'ai jamais trouvé en référence français, donc c'est Dr. Seuss. Il n'y a pas. Et en fait, c'est quelque chose que les gens demandent de plus en plus dans l'entreprise. C'est du training et du formation, développement personnel. En fait, moi, dans tout ce que je parle avec des candidats, je vois ça presque comme numéro 1. C'est quoi mes opportunités pour me développer dans une boîte? Donc, en fait, ça aussi, ça doit faire une partie de votre culture dans le sens, c'est très, très présent. On est très clair de qu'est-ce qu'on peut donner comme option de développement. Et qu'est-ce que c'est ça? Je rigole. Je crois que c'est la dernière chose que je voulais dire, c'est pour la formation. Parce que dans les startups, on pense souvent, mais on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, comment on peut former les gens ou donner des options pour se développer dans ce genre d'environnement? Et je voulais vous raconter l'histoire d'un programme qui était né chez Google que je trouve que c'est génial. C'est une espèce de formation peer-to-peer. Donc, en fait, un jour, quelqu'un a dit, moi, je veux bien former des gens en comment faire des macros en Excel, par exemple. Et donc, je vais faire une petite annonce sur l'intranet pour demander si quelqu'un veut suivre mon cours. Et ça a commencé comme ça. Une personne a proposé un sujet. Et puis, ça a pris du forme et la sens et beaucoup de monde a proposé plein de choses. Et ce n'était pas que du business. J'ai vu la salsa, cuisiner en Inde, mais n'importe quoi. Mais ça a eu un énorme succès et j'oublie le chiffre exact. Mais aujourd'hui, et il faut savoir que chez Google aujourd'hui, il y a plus que 100 000 salariés, je pense. Entre 66 et 70% de leur formation vient de ce programme peer-to-peer. C'est énorme. C'est énorme en plus que le fait qu'ils gagnent énormément d'argent parce que ça vient de l'interne, mais ça donne des opportunités aux gens, pas justement d'apprendre quelque chose, mais d'augmenter nos talents pour donner la formation. Donc, en fait, ça rajoute énormément à la culture d'interne parce que, pour plein de raisons, hein, on apprend des choses, on peut nous former pour donner des formations et on rencontre plein de monde. Donc, je trouve que c'est une idée géniale que n'importe quelle entreprise peut mettre en place. Donc, pour finir mon présentation, je voulais juste laisser cette cotation de Tony, qui était le PDG de Zappos, qui était un énorme succès, hyper connu pour leur service client aux États-Unis. C'est une boîte qui a été rachetée par Amazon pour des milliards et c'est une super référence pour comment construire une culture d'entreprise. Donc, ils disent si on perfectionne la culture, tout le reste va suivre, quoi. Donc, c'est tout. Je peux prendre des questions. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une petite question très bête. Effectivement, on dit très souvent Alors, attends, il y a quelqu'un juste, qui il a y un a quelqu'un qui a un micro micro ouvert et qui fait et du du bruit coup, on entend de vaisselle. plein de vaisselle Il faut se derrière. mettre sur mute. Voilà. On dit souvent, on entend très souvent, comme tu l'as mis dans une de tes premières slides, que culture eats strategy for breakfast. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a une entreprise qui a une culture bien pourrie, en fait, toute stratégie est vaine finalement? Regarde Uber comme exemple. Ils avaient une culture très pourrie. Et ça a eu l'impact sur le business, ça c'est sûr. On peut débattre ça pendant des heures.
Donc, il y a plein d'exemples de mauvais cultures. Mais pour être honnête, j'ai du mal avec cette phrase culture eat strategy for breakfast. Je pense qu'il faut les deux. Mais sans une bonne culture, on peut avoir les meilleures stratégies et peut-être ça ne va pas marcher. Parce que si on si on peut le dire, si on défend Uber, on peut dire bah, quand même ça marche. Même si la culture est pourrie. Mais dans un autre sens, ils ont du mal pour recruter, pour garder les gens et tout ça. Donc, je crois qu'il faut trouver une balance, mais il faut une bonne culture dans tous les cas. Regarde, a des questions sur le Ouais. chat. Maëlys, est-ce que tu veux poser ta question? Ton micro fonctionne? Oui, je pensais que vous vouliez que je les pose dans le chat. Non, mais vas-y, c'est cool que je vais la poser en live. Je revenais parce que tu disais que l'entreprise qui envoyait les mails le dimanche soir avait, tu sais, pour les points à faire le lundi, avait une augmentation de leur productivité. Et je me demandais comment ils ont pu mesurer cette productivité. Est-ce qu'il y avait des chiffres clés à regarder? Comment tu peux savoir que les actions que tu mets en place vont augmenter la productivité? C'est une excellente question. Je n'ai pas une réponse exacte. Chez Google, tout était mesuré. On ne pouvait prendre aucune décision sans data derrière. Donc, j'imagine, si je prends je pense que ça doit être par les notes de performance. Parce que tout le monde reçoit des notes de performance. Et donc, j'imagine si on peut regarder les notes de performance vis-à-vis la duration d'emploi et tout ça, on peut regarder certains qui ont envoyé cet email et certains qui ne sont pas envoyés. Et les notes montrent que les gens qui ont reçu l'email, ils vont mieux. Ça peut être ça. Et j'imagine que ça fait partie, mais des métriques claires ou des mesures claires, je ne suis pas sûr. Merci, David. Oh, de rien. C'est parce que je trouvais ça important de mesurer l'efficacité avant d'avoir un changement, de pouvoir se situer. Donc oui, c'est intéressant. Et peut-être, ça fait quelques années que j'ai lu ce livre et peut-être il y a les réponses derrière. Je suis sûr qu'il y a quelque chose mesuré, mais je ne sais pas exactement quoi. Mais après, de façon plus générale, sur une bonne culture d'entreprise, tu le mesures parce que tu embauches plus facilement. Tu le disais tout à l'heure, Uber a du mal à recruter. Et puis aussi, peut-être parce que tu as moins de turnover, les gens partent moins parce qu'ils se sentent bien. Je pense, l'impact après, il y a direct sur la productivité, ça direct, peut être lié effectivement à de la data interne chez Google. chez Google. De toute façon, ce qu'on n'a pas dit à tout le monde, c'est qu'il y aurait des petits goodies dans le mail qu'on va vous envoyer avec Tu dis avant la fin. Non, mais parce que justement, pour récupérer les références de tout ce dont a parlé David, on vous enverra une petite liste avec des liens et des références. Lucas, tu avais une question. Lucas. Ouais, excuse-moi. Merci beaucoup. Et moi j'avais une question parce qu'on parle beaucoup de culture d'entreprise et de start-up. Moi, j'ai vécu dans c'était un autre monde. J'ai aussi participé à des créations de start-up. Et je me mets la question, comment on transforme la culture d'une entreprise centenaire? Est-ce qu'en changeant son top management, et je ne parle pas du DRH, on arrive à faire ça? Il y a combien de temps? Je n'ai pas l'exemple d'une entreprise centenaire en tête, mais j'ai Microsoft. Et je pense que ça, c'est le plus beau exemple depuis longtemps qui existe en tant que changement de culture. Et d'avoir vu le changement entre Bill Gates et Steve Ballmer et maintenant Nadella, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait. C'est vraiment incroyable. Et c'est lui, en tant que nouveau PDG, qui a vraiment fait le changement lui-même. Il a fait appel à quelques consultants. J'oublie son nom, mais c'est Mary quelque chose, je pense, Mary Duckworth, un truc comme ça, qui parle du grit et qui parle du growth mindset.
Ils parlent que du growth mindset, je pense. Et ils ont fait énormément d'efforts autour de ça. Et il a changé le données chez Microsoft, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Et sinon, dans des plus anciens, je n'ai pas une référence, mais je me souviens toujours comment il s'appelle, Jim Collins, je pense, qui a écrit Good to Great. Et le livre est plein des entreprises centenaires qui continuent d'être ultra performants. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Et si on ne parle pas d'entreprise centenaire, mais plutôt d'entreprise, tu vois, là on entend que Discord va être acheté par Microsoft, par exemple. Comment tu fais pour racheter une startup qui a une culture et puis l'intégrer dans un grand groupe? Parce que là, tu dois avoir un clash des cultures pour le coup. Surtout entre Discord, qui est un truc très gamer et un peu underground, même s'ils ont énormément grossi avec le Covid, et Microsoft, qui n'est pas une entreprise centenaire, mais qui est quand même très installée avec des codes très, très précis. Ouais. Ça dépend tout à fait de culture de chaque entreprise qui fait des acquisitions. Hein, parce que souvent, pour moi, chez Google, quand ils ont commencé d'acquérir des boîtes, ils ont fait plein d'erreurs, plein de fautes. Et c'était surtout l'intégration des salariés. Parce qu'ils n'avaient pas d'expérience, ils ne pensaient pas à ça. Microsoft, c'est une autre... c'est complètement différent parce qu'on peut voir qu'il peut leur laisser quasiment seuls pour s'opérer indépendamment. Regardez, ils ont acheté... LinkedIn. Oui, LinkedIn, c'est une autre question. Mais moi, je voulais dire Mojang, le créateur de Minecraft. Et Minecraft, ça va, hein, toujours. LinkedIn, c'est une autre question hein, parce qu'on pensait qu'ils vont faire quelque chose, entre guillemets, avec LinkedIn pour l'intégrer avec d'autres choses et on n'a rien vu jusque-là. Et LinkedIn a gardé sa culture d'entreprise. Aujourd'hui, LinkedIn reste LinkedIn, même intégré Microsoft. Oui, parce qu'il n'y a pas une intégration forte. Donc, ça dépend. Et aussi, il faut savoir pourquoi les entreprises achètent. Parce que souvent, et je ne pense pas que c'est le cas pour LinkedIn ni Discord, mais souvent les achats, c'est pour les talents. Ou sinon, c'est pour les technologies, ils s'en foutent de talent. Donc, c'est très dur d'avoir une réponse balanced. Et c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public? Et alors moi j'en ai une autre, quand on construit une marque employeur aujourd'hui et que justement on a une entreprise qui est parmi... Ah, il y a Cassia qui voulait poser une question, juste après. Quand on veut construire sa marque employeur, mais que finalement on n'a pas vraiment de culture à faire reluire à l'extérieur, est-ce que c'est un énorme handicap? Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied finalement? Pour moi, je pense que c'est hyper important d'avoir cette culture d'entreprise définie avant travailler sur la marque employeur parce que pour moi, comment on peut articuler, comment on peut faire du marketing, du marque employeur et tout ça sans savoir qui on est. Moi, avec mes clients, j'ai toujours travaillé sur tous les aspects culture et valeurs et puis on regarde ça et on dit mais on prend quoi de tout ça pour mettre dans le marque employeur. Parce que pour moi, c'est une partie de ça qui va dedans. Mais en fait, je ne suis pas un super expert dans le marque employeur non plus. Hein. Je pense que les meilleurs, c'est une combinaison de tout ce qui est fait dans le culture et valeurs, mais aussi les RH qui travaillent sur ça, qui travaillent aussi avec les gens du marketing. Je trouve que c'est hyper important parce que ça joue énormément sur le marque employeur. Ce n'est pas loin du branding en général pour la boîte. Donc, je trouve que tout ça, ça joue ensemble. Ok. Cassia, excuse-moi. À toi la parole. Allô, Cassia? Il faut que c'est une mute. Ouais, c'est bon. Ça y est, t'es bon. Bonjour à tous. Du coup, j'ai 3 questions.
un peu piège, mais c'est plutôt pour discuter ensemble parce que je trouve que c'est un sujet passionnant parce que d'un côté, je suis start-upeuse moi-même. Je travaille pour les startups et parfois, j'ai conseille pour les startups. Du coup, en fait, j'ai vu j'étais dans toutes les positions, disons. Et du coup, les questions. Première, c'est un peu un point opérationnel parce qu'on dit il faut faire, par exemple, one-to-one. Du coup, les gens ont compris, il faut le faire, ils appliquent, ils font ils bloquent les créneaux hebdomadaires, etc. On arrive au one-to-one et silence. Et en fait, soit on ne sait pas quoi faire, soit c'est juste, voilà, non, mais je suis là pour toi. Ok, pas dis-moi. Est-ce que tu es vraiment là pour moi ou c'est juste pour faire un check dans ton agenda? Voilà, ça c'est première question. Du coup, je ne sais pas si on peut les traiter un par un ou je l'ai dit. Oui, oui, Ok. sinon je vais être perdu. Donc, c'est ça en fait. On peut dire il faut faire ça, il faut faire ci, hein, mais il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup de réflexions. Donc, c'est impossible de juste dire oui, fais des one-to-ones et tout va bien. Hein. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai appris ça dans un contexte beaucoup plus grand chez Google parce que ce n'était pas que du one-to-one, mais c'était tout le planning de l'année qui était un peu intégré dans tout ça parce qu'on avait des OKRs ou des KPI à suivre et on avait une suivi trimestriel et donc et aussi un business planning tous les ans. Donc avec tous ces points-là, on regardait tout ça dans les one-to-one souvent. Donc déjà, il y a quelque chose derrière. Mais moi, je disais tout à l'heure, je pense que c'est hyper important d'avoir une structure parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire? Et je crois qu'il y a deux choses très simples à faire. Premièrement, c'est cet système de communication avant et après. Donc, avant, il faut que le salarié envoie un email au manager. Voilà, j'ai fait ça cette semaine. La semaine prochaine, je vais faire ça. Et j'ai des problèmes ou des soucis où je suis bloqué avec ça. Et donc, ça, c'est l'agenda. OK, tu as fait ça la semaine dernière. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait et comment. Et est-ce que c'était facile? Est-ce que tu peux faire plus? J'en sais rien. Et puis, et surtout, le truc important, c'est des blocages. Parce que c'est là où le manager sert beaucoup. Si on est bloqué avec n'importe quoi, le manager peut nous aider. Et donc, peut-être, dans votre cas, le manager a besoin d'une petite formation, je ne sais pas quoi. Deuxième chose, derrière, on peut avoir un Google Sheet ou autre chose pour avoir toujours des notes sur les one-to-ones. Et puis là, on a une histoire qui peut nous aider énormément pour tout ce qui est performance management ou comment dire, bilan annuel. Quand on veut revoir tout ce qu'on a fait. Mais oui, il y a sûrement une structure, sinon ça perd dans tous les sens. Ok. Et deuxième question, c'est est-ce que la culture s'est définie ou elle existe tout simplement? Parce que j'ai rencontré plein de startups qui décident de créer ou définir la culture de l'entreprise quand on est par exemple une dizaine. Mais ça veut dire que la culture, il y a déjà une culture de l'entreprise. Déjà, il y a une ambiance où il y a des valeurs qui se sont produites entre les fondateurs, par exemple, ou entre l'équipe. Et je trouve ça un peu artificiel. En fait, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réajuster à ce moment-là? Ou il faut se dire, voilà, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà, on ne va pas s'échanger, on est comme ça. Et il faut accepter. Et voilà, c'est ça notre culture de l'entreprise. Il y a toujours une culture. Ça existe. Et si on ne fait rien, ça va évoluer. Mais dans quel sens, on ne sait pas. Mais ça existe et c'est certain. La façon de définir la culture, ça nous aide à mettre plein de choses en place qui sont alignées avec la culture qu'on a définie. Je peux vous donner un exemple. J'ai dit que j'ai travaillé avec un groupe hôtelier. Donc, c'est rien à voir avec les startups, mais j'adore l'exemple parce qu'ils disent oui, on a une super culture, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Et c'est un groupe qui a un succès incroyable.
mais juste incroyable. Tous les reviews sur TripAdvisor, c'est 5 étoiles. Et en fait, la première chose dans la culture, c'est le client est roi. Et le client va avoir tout ce qu'il veut, n'importe quand, n'importe comment. Et c'est tellement sérieux que si ça ne marche pas, vous êtes probablement viré. Mais le problème, c'est que les gens, ils interprètent ça comme ça, dans un sens un peu négatif. Parce que voilà, on est super, tous nos clients nous adorent, mais côté salarié, on est un peu dans la merde. Donc, il faut redéfinir ou définir pour la première fois qu'est-ce que c'est, pourquoi on est comme ça, pour que les gens ils voient ça dans une autre lumière. Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, je pense, avec une culture qui est bien définie qu'on peut faire avec une culture qui est juste, comment dire, on laisse produire lui-même, elle-même. Ça va bien dans ce que tu disais tout à l'heure sur la partie développement personnel. C'est finalement, si on n'est pas complètement fit avec la culture qui est proposée, on peut avoir, dans les exemples que tu donnais, il y avait plein de challenges qui étaient vachement intéressants à relever si on n'était pas complètement encore dans les clous. Et du coup, ça donne une roadmap un peu perso à chacun pour être meilleur dans l'entreprise en rentrant plus dans cette culture, quoi. Oui. Et Cassia, tu en avais une troisième? Très vite fait, c'est la question sur le cultural gap. Parce que comment l'identifier et comment le battre, disons. Ça veut dire, en fait, on définit, c'est ça la culture, ou en fait, il y a une culture qu'on souhaite avoir, un branding employeur, etc. Mais finalement, ce n'est pas exactement les cas. Comment on peut identifier, c'est quoi peut-être les signaux pour te dire il y a quelque chose qui ne marche pas et comment aligner finalement la culture. Donc, moi, je pense déjà qu'il y a quelque chose qui existe depuis le début, et ça existe toujours, ça change avec une certaine fréquence, mais il faut le définir. Et je pense qu'on peut avoir des idées, on veut être comme ça, mais on n'est pas vraiment comme ça. Donc, par rapport à la transparence ou la communication, par exemple, parce que c'est souvent ça, je trouve, il y a toujours une gap quand vous le dites. Donc, il faut qu'on se rende compte et on peut faire des employee surveys ou des pulse checks ou je ne sais pas, il y a tellement d'outils pour prendre le statut de l'organisation à n'importe quel moment aujourd'hui pour identifier qu'est-ce qu'ils pensent les salariés. Et puis, on peut dire, bon, il y a une divergence dans nous, qu'est-ce qu'on pense le management avec la communication et eux, qu'est-ce qu'ils pensent les salariés. Donc, il faut qu'on prenne ça au sérieux et on va faire quelque chose, on va créer un action plan, on va changer notre façon de communiquer avec les gens, etc., etc. Le gros problème pour moi, c'est le fait que il y a certaines équipes dirigeants, équipes leaders qui ne veulent pas changer. Ils disent qu'ils veulent changer, mais ils ne veulent pas changer parce que ce n'est pas eux. Et on voit ça dans l'exemple. Oui, il faut donner plus de responsabilité aux équipes et pas avoir un truc tellement hiérarchique, mais ils ne sont pas capables de faire ça. Donc, c'est assez compliqué. Mais première chose pour moi, le plus important, si on veut changer, il faut quelqu'un à la tête qui a envie de changer et qui est complètement derrière tous les changements. Parce que si on n'a pas ça, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. On avait une autre question de... Merci. De Claire et de Alain, oui. Ouais, il y avait Lucas aussi qui avait une question juste avant, excuse-moi. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Je suis l'ordre, moi. Ouais. Lucas, tu peux reposer ta question? Ouais, non, je suis désolé, j'avais une autre question. C'était comment est-ce qu'on mesure la culture d'une entreprise qu'on achète? Moi, je travaille pour une société de 4000 salariés. On achète 2 à 3 petites boîtes par an en ce moment. Et comment est-ce que quand on fait nos due diligence de M&A, on peut mesurer la culture de la boîte qu'on achète? Bah,
Je peux vous Pas donner... un one-one avec le PDG. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je suis assez convaincu qu'on peut avoir une très, très bonne idée de la culture d'entreprise en faisant des entretiens à 12, 15 personnes de l'entreprise qui vient des différents postes, des différentes fonctions, des différentes anciennités dans la boîte. On prend une espèce de sampling comme ça, on fait un entretien et moi, je vous donne le mien en gros. Je pose des questions sur 4 thèmes différents. C'est attraction, donc pourquoi vous êtes venu dans cette société. Retention, pourquoi vous restez dans cette société. Troisième chose, c'est management. Donc, des questions autour de management. Vous aimez votre management? Est-ce qu'il communique bien avec vous? Est-ce que vous êtes au courant de la direction de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise? Et quatrième chose, c'est la culture. Comment vous décrivez la culture ici? Comment vous voyez les valeurs? Et comment... et si vous pouvez changer une chose dans la culture, c'est quoi? Bon. J'ai d'autres questions encore, mais c'est à peu près ça. Et quelqu'un fait des entretiens avec ça, avec une douzaine de personnes, et c'est assez clair. Moi, je l'ai fait plein de fois, et je pense que ça marche. Sinon, tu appelles David. Super. Non, c'est très clair. Merci, David. Et alors, justement, pour faire le point avec ça, Claire, tu posais la question de savoir si, en gros, et ça arrive souvent, alors je ne sais pas si c'est très français, mais moi, j'entends beaucoup des gens autour de moi dire, bah, de toute façon, mon boss m'a dit que si ça ne me convenait pas, je pouvais aller voir ailleurs. C'est un peu du chantage. Enfin, c'est dur comme propos. Désolé, j'ai pas tout compris. Ok, soit ça fit, soit tu te barres. Ouais, si tu ne fites pas avec la culture, le mode de management, etc., bah va-t'en. Moi, je vais être américain, je suis d'accord avec ça. Mais... ok, voilà, Claire. Mais en revanche, le gros problème, c'est que souvent, quand des gens parlent comme ça, c'est que du surface. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe derrière et pourquoi on pense comme ça. Moi, par exemple, j'étais appelé récemment pour faire un recrutement pour un VP d'une startup qui a beaucoup de croissance et il me dit que en fait la personne que j'ai en poste maintenant, il n'est pas assez bien pour être vraiment le VP. Il n'a pas vraiment bien fait tout ce qu'il faut. Et moi, je suis quasiment sûr qu'il n'a jamais eu cette discussion avec lui. Donc, c'est là où il y a des problèmes. C'est des gens, ils ne mettent pas en l'air qu'est-ce qui se passe. Et on ne creuse pas pour voir est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'adapter, qu'on peut changer pour aller mieux, ou non, on pense juste comme ça et voilà. C'est ça le truc, fit, no fit. Oui, il y a certaines qui ne fit pas, et c'est sûr. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, si on peut définir la culture, on peut utiliser ça au début pour valider le fit et pas quand ça crash à la fin. Oui, ou en pleine phase de croissance où justement tu n'as plus la tête à ça et où tu oublies justement. Ouais. On a connu ça sur certaines scale-up qu'on a accompagnées aussi, dont on taira le nom. On a Alain qui avait plusieurs questions. Alain, est-ce que tu veux mettre ton micro ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, la question était simple. Quand il y a des équipes multiculturelles à manager, derrière la notion de culture d'entreprise, il y a une notion de multiculturel, donc de culture propre à chaque pays ou à chaque grande zone. Oui. Donc, par exemple, le commitment, en anglais, il a une valeur qui peut être propre à l'éducation de chacun ou en fonction des origines du pays. Un anglais n'a pas la même notion de commitment qu'un italien. Oui. Alors, comment décliner derrière ces valeurs de culture en entreprise? Oui, c'est une très, très bonne question. Et ce n'est pas du tout évident. Et c'est là où on se trompe souvent.
moi, j'ai plein d'expériences où j'ai fait des erreurs par rapport aux cultures dans différents pays et j'arrive comme un Américain ou même comme un Français et je dis ça doit être comme ça et ça marche pas. C'est pas évident. Et des fois, je trouve que des fois, c'est inévitable. Ça dépend des circonstances. Par exemple, très tôt, ça n'existe plus, hein, je pense, chez Google, mais quand moi j'étais là, l'éducation de chacun était hyper importante pour être embauché. Il fallait faire des super bonnes écoles avec des super notes et tout ça. Et j'ai galéré avec ça parce qu'en Europe, le système d'éducation et le système de notes et tout ça, c'est vraiment différent que le système aux États-Unis, hein. Et je ne pouvais pas leur convaincre qu'en France, les gens ils reçoivent pas un 20 sur 20 comme note finale pour leur éducation. C'est juste impossible. Mais aux États-Unis, c'est possible. Tu peux avoir une note finale qui est une note parfaite, quoi. Et donc, quand quelqu'un a un 16 de note finale aux États-Unis, c'est mal vu parce que ce n'est pas 100%. Donc, ça c'est un truc de culture. Et est-ce qu'on peut le changer? Ça dépend. Encore une fois, le leadership est ouvert ou pas. Deuxième chose, j'ai géré des équipes en Irlande et j'ai fait une énorme faute. J'ai dit, l'Irlande, ça doit être comme les États-Unis parce qu'ils parlent anglais. Faute basique, quoi. Et en fait, leur culture de travail, c'est complètement différent. C'est vraiment une autre culture. Et je me suis rendu compte et j'ai dit, bon, il faut s'adapter à ça. Et sûrement, je pense que vous avez pris commitment du slide du Netflix. Bien sûr, il faut l'interpréter ça par rapport à la culture du pays en même temps. Mais heureusement, quand ils embauchent chez Netflix en France ou en Italie ou je ne sais pas où, c'est des Français ou des Italiens qui embauchent et ils utilisent leur version. Mindset. Ouais. C'est compliqué, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est clair. Merci. Merci Alain pour cette question. Fatoumata, tu as une question aussi? Il faut que tu enlèves ton... Ah oui, voilà, tiens, c'est fait. voilà. J'ai une question, en fait, c'est parce que j'ai été dans une boîte, donc moi je suis entrepreneur, mais avant j'étais dans une boîte qui avait une culture d'entreprise qui était claire au début. Il y avait du sport dedans, en fait, il fallait être sportif, enfin voilà, ils aimaient bien le sport. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Et du coup, je suis rentrée dans la boîte, j'ai fait quelques marathons, des choses comme ça. Et je voyais qu'il y avait beaucoup d'autres salariés, en fait, qui ne participaient pas forcément. Et arrivé un moment, au bout d'un an, où en fait, la coach sportive, parce qu'il y avait une responsable sportive dans la boîte, qui, moi, me mettait la pression, en fait, pour que je commence à participer plus aux cours, que je commence à participer à tous les marathons et autres comme ça. Et en fait, ça a commencé à moi à me démotiver. Et sachant que les autres qui ne participaient pas forcément n'avaient pas, comment dire, cette pression-là. Et arrivé à un moment où, en fait, je me sentais plus bien, en fait, dans cette boîte. Et en fait, ma question, c'était, est-ce qu'une culture d'entreprise, justement, elle ne doit pas être dosée, en fait? C'est-à-dire qu'à un moment, bon, à part ce cas-là où je trouve qu'il y avait une différence entre les salariés, du coup, et que la culture d'entreprise n'était pas forcément unanime pour tous. Mais est-ce que quand on fixe une culture d'entreprise, est-ce qu'il faut quand même la doser? C'est-à-dire, enfin, c'était pour rebondir sur la question tout à l'heure qui disait you fit or you don't fit and you go. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis et dans ce que j'ai vécu, mais C'est l'imposer à tout prix. Il ne faut pas la subir, quoi. Oui, alors que c'était un plaisir au début quand c'était un peu, voilà, c'était, oui. on va dire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les cultures, si on peut dire, strictes, ou bien définies. Peut-être c'est mieux de dire comme ça. Mais et justement, ça ne va pas aller pour certaines personnes et ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la diversité dans nos sociétés, mais
nous, comme société, on fonctionne comme ça. Ça, c'est nos valeurs, on croit en ça, et les gens qui veulent travailler avec nous, ils sont comme ça, et voilà. Pour moi, j'ai travaillé avec une boîte en Norvège avec une culture, on va dire, hyper intense. Et on avait des boîtes comme ça avant, quand moi j'ai commencé, mais il y a de moins en moins des boîtes qui, tout c'est le boulot, quoi. Nous, ici, on donne 140% pour le boulot, et c'est quoi work-life balance? On s'en fout, quoi. Et ça ne me dérange pas du tout, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Et il y a des gens qui veulent faire partie d'une organisation comme ça. Peut-être moins aujourd'hui qu'avant, mais il y a toujours des gens qui veulent bien, ils aiment bien bosser comme des malades pour faire partie d'un truc qui peut être énorme. Mais le parti, on est une boîte comme ça, et il faut faire comme nous. Je sais pas. Si on prend le sport comme exemple. Du coup, cette entreprise-là qui n'était pas, comment dire, c'était pas valable pour tous les salariés. Du coup, c'était une culture un peu bancale, je trouve, quand j'y repense. Puisque du coup, c'était un problème de la coach sportive peut-être aussi, tu vois. Oui. En fait, moi, je suis devenue comme un étendard qui était obligé en fait de faire les choses pour un peu motiver les autres, en fait. D'accord. Oui, c'est difficile à dire parce que on ne veut jamais mettre quelqu'un dans une situation où ils sont mal à l'aise. Donc, c'est peut-être comme elle a dit, hein, c'est un problème du coach, mais en revanche, ça dépend de qu'est-ce qu'ils cherchent dans une boîte, quoi. Moi, j'avais un client qui était aussi un startup dans le fitness, et le truc qui m'a choqué le plus, c'était les fondateurs, ou un des fondateurs, ils avaient rien à foutre avec le sujet. Il m'a dit pendant notre workshop, oui, moi je mange 5 kebabs par semaine, je m'en fous, c'est juste que ça marche comme business. On a essayé de trouver un business qui marche, et c'est ça, et voilà. Donc, il y a tout, hein. Il y a tout et n'importe quoi, c'est difficile à dire, hein. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui... Pardon, excuse-moi. Qui doivent quitter, ouais, qui doivent partir parce qu'on a un petit peu dépassé 14 heures. Est-ce que La dernière question à Alain, peut-être? Il y a une... Qui parlait de Pardon, j'ai pas vu Alain. asset. Ouais. Comment la valoriser? Tu veux poser ta question, Alain, peut-être? Ouais, alors très vite, la culture, c'est un asset intangible. Alors, comment on peut le valoriser dans une estimation d'entreprise, soit pour une sortie, soit pour une acquisition? Mal. Bonne question. Et ça ne peut être pas forcément une réponse, hein. C'est une super question. Je n'ai jamais réfléchi vraiment à ça, mais immédiatement, je pense si vous avez déjà entendu de comment dire, NPS, Employee Net Promoter Score. C'est de plus en plus visible dans certaines entreprises, donc on peut regarder quelque chose comme ça. Si je pense à Google, ils ont fait un Employee Satisfaction Survey qui s'appelle Google Geist, et ça doit faire 20 ans qu'ils font ça maintenant. Et le truc qui était toujours surprenant avec leur survey, c'était le taux de participation. C'était énorme, toujours dans les 95, 95, 96. Qui est énorme, et là, il peut très clairement dire avec du data, voilà, on a une culture extraordinaire parce que nos salariés pensent ça. Mais je pense, c'est super intéressant la question, parce que si la culture d'une entreprise est hyper valorisée pour une sortie ou un exit, ça dépend de la culture de l'autre entreprise. Et puis, on parle du matching, et là, il faut trouver quelqu'un de la science. Et après, tu peux, quand tu investis dans une startup, te dire, voilà, la culture est tellement forte que ça va leur permettre
de grossir plus vite. Les équipes sont tellement efficaces et à l'aise dans qu'elles vont pouvoir encaisser finalement de grossir très vite. Enfin, il y a quand même des choses qui Oui, mais peuvent c'est être... intangible. Ça reste intangible, mais ça peut décider un go, no go. Ah oui, Une bien sûr. pépite avec des managers de merde, une culture vraiment compliquée où tout le monde est fini en burn-out au bout de 6 mois, on n'investit pas dedans versus une entreprise où les gens ont l'air heureux et tentent de se dépasser chaque jour. Moi, je vois ça avec les candidats. Hein, Ouais, exactement. parce que Oui. c'est comment ils traitent les candidats. Et j'ai une petite question, David, pour finir. Tout à l'heure, en préparant le truc, on s'est dit, à l'heure du télétravail et du Covid saison 3, l'importance de la culture d'entreprise, c'est un petit peu la survivance des petites habitudes. Et tu m'as parlé justement de Game Nights comme exemple. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, j'ai adoré cette expérience que j'ai vue avec un de mes clients. C'est une start-up, scale-up en Danemark. Et ils ont une culture d'entreprise très, très forte. Et eux, ils ont décrit leur culture. Ils ont même un espèce de slogan qui disent we want to be the most human company. Et quand on lit ça, on dit ouais, c'est une autre gimmick, mais en fait, ils prennent ça à cœur et ils font plein de choses dedans. Et avant le confinement, avant Covid, ils avaient souvent, comme plein de boîtes, des apéros de vendredi soir, mais ils avaient aussi des game nights où des gens, ils ont amené des jeux de société au bureau, ils jouaient ensemble parce que c'est très, très familial cette boîte. Et donc, ils voulaient continuer la tradition, donc ils ont organisé une game night virtuelle, mais en plus, ils avaient fait livrer par eux-mêmes, quelques salariés, ils ont livré des goodie books, des bières, des snacks, des choses comme ça, à chaque salarié pour avoir ça pendant leur game night. Et on peut dire, wow, super. Mais le feedback après que moi, j'ai vu, c'était extraordinaire. Les gens, ils ont répondu comment c'était génial, comment ils ne peuvent pas imaginer travailler pour une autre société parce qu'ils prennent vraiment soin de nous, ils pensent toujours à nous, ils font toujours un petit plus, un petit effort. Et les gens, ils ont adoré, ils ont vraiment apprécié cette attention. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens, ils ont besoin d'un peu plus d'attention. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut se sentir seul parce qu'on n'a pas nos collègues à côté. Même si on est en remote depuis 1 an, je crois que les gens, ils ont envie de ce genre de sensation, quoi, qu'ils font partie de quelque chose. Donc, il faut chercher des façons de montrer aux salariés que oui, vous faites partie de notre entreprise et on pense toujours à vous, quoi. C'est cool. Une belle conclusion. Merci beaucoup, David, pour Merci à tous aussi ces 90 minutes passées ensemble. C'était super passionnant. Merci. Ça fait du bien, tu vois, de t'entendre, d'entendre parler de culture, d'avoir des mindsets différents. Vous avez été assez nombreux. Merci beaucoup à toutes, à tous. On vous envoie un mail. Du coup, tu peux lâcher tes goodies. Je joindrai aussi le bouquin que moi j'ai déjà acheté sur la recommandation de Lucas, mais que tu dois connaître, David, qui s'appelle The Culture Map, Decoding How People Think, Lead and Get Things Done, qui est vachement bien foutu, qui doit être un peu une sorte de référence. Mais voilà, et on joindra des petites choses que David a dans sa botte secrète. Des petites surprises. Et on vous envoie tout ça avec le replay. Et on vous envoie le replay aussi. Merci beaucoup. De nous avoir suivis. Bon après-midi. La semaine prochaine, Pierre Gobil, qui l'intitulé, ce sera « Comment devenir un meilleur entrepreneur ». Plein de promesses. Mercredi prochain, 13h. À bientôt. Au revoir. Ciao. Bye, guys. Bye bye.